Qu'appelons-nous travail d'une force F le long d'un chemin AB? Travail d'une force constante, donc, dont la norme, la direction, le sens est constante. Le travail de cette force est égal au produit scalaire du vecteur F fois le vecteur AB. Ce qui nous fait, donc d'après la formule du produit scalaire, norme de F fois norme de AB fois cosinus entre le vecteur F et le vecteur AB. Prenons un exemple simple. Eh bien, voilà un vecteur AB, déplacement. J'exerce une force F comme ceci, le long de ce chemin. Voici la force F. Que vaut à ce moment-là le travail de F? Eh bien, travail le long du chemin AB de F est égal à F, norme de F que je vais noter sans la flèche, qui vient de dire norme, norme de F fois norme de AB, fois cosinus entre F et AB. Quel est le cosinus entre F et AB? Eh bien, on voit que l'angle entre AB et F est un angle nul. Donc, ça nous fait cosinus de 0. Ce qui nous fait F fois AB fois 1. Autrement dit, F fois AB. Prenons un autre exemple. Imaginons toujours qu'on a un vecteur AB comme ceci, c'est-à-dire un objet qui va dans ce sens-là, et nous on le retient ici en exerçant une force dans l'autre sens. Voilà la force F. Que vaut le travail de cette force F? Entre les deux, nous avons un angle alpha ici qui vaut combien? 180 degrés. À vous de trouver. Donc le travail de F, que vaut-il? Le long de ce chemin AB, va être toujours la même chose, hein. Norme de F fois norme de AB fois cosinus de alpha. Cosinus de 180, ça nous fait donc quoi? F fois AB fois cosinus de 180 ou de cosinus de pi qui vaut moins 1. Autrement dit, dans ce cas-là, le travail de la force F, il est négatif, il vaut moins F fois AB. Nous voyons que le travail est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être négative ou positive, hein, suivant la direction, le sens du vecteur F et du vecteur AB. Dernière chose, prenons un exemple numérique. Hein. Imaginons que la norme de F soit égale à 10 newtons. Dans ce sens-là, par exemple, j'exerce une force de 10 newtons. Le vecteur AB, sa norme vaut 10 mètres. Donc je freine le mouvement de l'objet sur 10 mètres avec une force de 10 newtons. Quel est le travail de AB? Le travail de AB il va être égal à 10 fois 10, avec le signe moins, ce qui nous fait donc moins 100. Moins 100 quoi? Eh bien le travail a exactement la même unité que l'énergie, ça nous ferait un travail négatif de moins 100 joules. Voilà pour cet exemple numérique. En conclusion, le travail d'une force constante est donné donc par la formule suivante. Le travail de la force F le long du chemin AB est égal à F scalaire AB, qui est égal à F fois AB fois cosinus entre F et AB. Nous avons un exemple ici avec le vecteur F, le vecteur AB et l'angle alpha, angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Les unités sont les suivantes. Le travail est en joules, la force en newton et la distance en mètres. Dans quel cas est-ce qu'un travail est résistant ou moteur? Travail d'une force extérieure appliquée sur un système. Eh bien, si le travail de la force F extérieure est positif, alors à ce moment-là, le travail est dit moteur. Et si le travail est négatif, alors à ce moment-là, le travail de cette force extérieure est dit résistant. Dans quel cas est-ce qu'on trouve un travail moteur ou un travail résistant? Pour que le travail de la force AB soit supérieur à 0, ça implique que F fois AB étant positif, eh bien, il faut que le cosinus soit supérieur à 0. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique
que à ce moment-là, l'angle alpha entre la force F et AB, et le vecteur AB, soit compris entre quelle valeur et quelle valeur? Eh bien, entre moins pi sur 2, moins 90 degrés, et plus pi sur 2, plus 90 degrés. À ce moment-là, le cosinus est bien positif. Si le cosinus est positif, le travail est positif. Le travail est dit moteur. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Eh bien, voilà AB, le vecteur AB. Et puis, la force F comme ceci. Eh bien, le système se déplace le long du chemin AB, donc dans cette direction. La force F est également dans cette direction. Donc, le travail de cette force est bien positif. Ça veut dire que le système, lui, il reçoit du travail. Ce qui lui permet d'aller encore plus vite s'il allait vite, déjà. L'angle alpha est compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Quand est-ce que le travail, maintenant, est résistant? Eh bien, si alpha est compris entre quelle valeur et quelle valeur? Eh bien, plus grand que pi sur 2, évidemment. Donc, compris entre quoi et quoi? Eh bien, plus pi sur 2, et puis, 3 pi sur 2. Donc, ceci, c'est pi sur 2, et cet angle-là vaut 3 pi sur 2. Donc, il faut que alpha soit compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. À ce moment-là, le travail est négatif. Pourquoi? Prenons un exemple. Imaginons à nouveau que le solide se déplace suivant cette direction. Si la force F extérieure appliquée le long du chemin AB est dans cette direction et dans ce sens, on voit bien que la force F n'est pas dans le sens du mouvement, autrement dit résiste au mouvement. On parle à ce moment-là de travail F résistant, puisque ce travail est négatif, le cosinus étant plus petit que 0. Voilà les deux exemples de travail d'une force extérieure résistante ou motrice. Voilà une démo que vous devez effectuer. Cette démo est la suivante. Eh bien, démontrer que le travail du poids P est égal à M fois G fois YK moins YB. YK étant l'ordonnée du point A l'origine du déplacement, YB étant l'ordonnée du point B en fin de déplacement. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir pour ceci que le travail d'une force quelconque, travail du poids P, donc par conséquent, dans ce cas-là, est égal au produit scalaire de P par le vecteur déplacement AB. Ce qui nous fait P scalaire AB. Que vaut le vecteur AB? Eh bien, le vecteur AB il est égal à XB moins XA fois le vecteur I plus YB moins YA fois le vecteur J. Le vecteur AB, c'est quoi? Bien, tout simplement, on le rappelle, ici vous voyez que le vecteur AB c'est égal à ce vecteur plus ce vecteur. Ce vecteur, que vaut-il? Eh bien, c'est XB moins XA fois le vecteur I, vecteur unitaire sur l'axe des X. Et ce vecteur il est égal à quoi? Eh bien, YB moins YA, c'est-à-dire cette longueur, fois le vecteur J. Il ne reste plus qu'à faire le produit scalaire de P par AB. Que vaut le vecteur P? Eh bien, le vecteur P est orienté dans le sens opposé au vecteur J. Donc, il est égal, évidemment, à PXI plus PYJ. Deux coordonnées. Px, c'est la projection de P sur l'axe des X qui est égale à quoi? 0, puisque sa projection, c'est son nombre, et son nombre, elle vaut 0. 0 de longueur, donc Px égale 0. Donc 0 fois I, plus la projection de P sur l'axe des Y, on voit que c'est la longueur de P, mais PY est négatif, pourquoi? Parce que le vecteur P est dans le sens opposé au vecteur J. Donc ça nous donne plus moins P fois J. Autrement dit, le vecteur P il est égal à moins P, c'est-à-dire moins MG, fois le vecteur J. On va pouvoir maintenant faire le produit scalaire
pour trouver le travail de AB le long du chemin AB. Le travail du poids P le long du chemin AB. Bon. Il nous reste donc quoi? Eh bien, moins mg fois j, vecteur P, scalaire xb moins xa fois le vecteur i plus yb moins ya fois le vecteur j. Vous savez que j scalaire i, c'est égal à quoi? Eh bien, norme de j, c'est-à-dire 1, fois norme de i, c'est-à-dire 1, fois cosinus entre i et j. Vous savez que i est perpendiculaire à j, donc ça nous donne 1 fois cosinus de 90 degrés, c'est-à-dire 0. Quand nous multiplions donc ce premier terme, moins mg fois j fois xb moins xa fois i, eh bien nous trouvons 0. Pourquoi? Eh bien, le travail du poids P est égal à moins mg fois xb moins xa fois j scalaire i. Ceci, c'est égal à 0 puisque j scalaire i est égal à 0. Deuxième terme, eh bien, moins mg, donc moins mg, on va mettre moins mg directement, moins mj, facteur de yb moins ya fois j. Il nous reste donc ce travail uniquement. Travail le long du chemin AB du poids P est égal à moins mg fois yb moins ya fois j scalaire j. J scalaire j vaut quoi? Eh bien, norme de j, c'est-à-dire 1, fois norme de j, c'est 1 fois 1, fois cosinus entre les deux. Mais j et j, le cosinus, il vaut quoi? C'est le cosinus de 0 degré, puisque j, il est confondu avec j. Donc ça fait 1. Conclusion, que vaut le travail du poids P le long du chemin AB? Eh bien, moins mg yb moins ya, ou, si vous voulez, mg facteur de ya moins yb. Alors, attention aux unités légales, hein. Eh bien, le travail est toujours en joules. La force est en newton. Et la distance AB est en mètres. Hein. Les joules sont égaux à des newtons fois des mètres. Est-ce que notre expression est bien logique? Alors, mg ya moins yb. Maintenant, regardons dans quel cas, avec un petit coup de chiffonnette bien sûr, dans quel cas le travail du poids P est résistant et dans quel cas il est moteur. Eh bien, observons ici l'expression du travail. Si YA est plus petit que YB, qu'est-ce qui se passe? C'est le cas ici. Hein. Eh bien, le mouvement est comme ceci, le poids P, il résiste au mouvement. Donc le travail, il doit être comment? Normalement négatif. Est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, pourquoi? Parce que YA est plus petit que YB, donc à ce moment-là, le travail du poids P est bien négatif. Au cours de l'ascension, le poids P résiste à l'ascension, c'est normal. Ensuite, dans le sens contraire, si le solide chute, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On passe du point A ici au point B ici. Eh bien, on voit que YA est cette fois-ci plus grand que YB. Qu'est-ce qui se passe pour le travail du poids? Eh bien, le travail du poids, puisque YA est plus grand que YB, est bien positif. Dans ce cas-là, le travail du poids P est moteur. En conclusion, soit un objet de masse m se déplaçant d'un point A d'altitude YA à un point B d'altitude YB dans un référentiel galiléen, le travail du poids est égal à mg, donc P scalaire AB, égale mg, vecteur de YA moins YB. Attention, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. En effet, il dépend de quoi? Que de la masse, de G, de l'altitude initiale et de l'altitude finale.
on dit que le poids est une force conservative. Travail de la force électrique conservative le long d'un chemin AB. À vous de démontrer l'expression que le travail de cette force F est égal à QE fois AB fois cos alpha égale QEAB. UAB est tension entre le point A et B, Q charge électrique et AB distance, alpha angle entre le vecteur AB et le vecteur champ électrique. Alors un petit rappel, lorsque deux plaques sont chargées électriquement, le champ électrique est toujours orienté de la plaque plus vers la plaque moins. On a vu précédemment que E scalaire AB est égal à la tension UAB. Et la force électrique, elle vaut quoi? Eh bien, quand une particule de charge Q est placée dans un champ E, elle est soumise à une force F qui vaut Q fois E. Cherchons donc le travail le long du chemin AB de la force F. Eh bien, la force F scalaire AB est égale à QE scalaire AB. Alors tout de suite, on peut voir que E scalaire AB étant égal à la tension UAB, eh bien on a le travail de cette force qui vaut Q fois la tension UAB. Au passage, on peut dire tout de suite que cette force est conservative. Pourquoi? Parce que le travail ne dépend que de la charge Q et que de la tension entre A et B. Donc qu'on choisisse ce chemin-là, le chemin ou le chemin 2, le travail ne dépendra pas du chemin suivi, mais donc uniquement de la charge Q et de la tension UAB. Alors, démontrons cette deuxième expression maintenant. Le travail de la force F scalaire AB, c'est égal à QE scalaire AB. Donc Q fois la norme de E fois la norme de AB fois le cosinus entre E et AB. Que vaut le cosinus entre E et AB? Ben, E est comme ceci, AB est comme ceci, ça nous donne donc cosinus alpha. Autrement dit, le travail de la force le long du chemin AB est égal à QE fois AB fois cosinus alpha. On peut prendre un exemple numérique. Allez, si la charge Q est égale à 5 fois 10 moins 19 coulombs, que le champ E vaut 10 volts par mètre et que AB est égal à 0,1 mètre, 10 cm, et que l'angle alpha est égal à pour 0, hein, on prend un exemple très simple, que vaut le travail de cette force conservative, qui ne dépend donc pas du chemin suivi? Eh bien, ça vaut 5 fois 10 moins 19 fois 10 fois AB qui vaut 10 moins 1 fois cosinus de 0 qui vaut 1, ce qui nous donne donc 5 fois 10 moins 19 joules. Voilà le travail de cette force F d'une charge Q qui vaut 5 10 moins 19 coulombs lorsqu'elle se déplace du point A au point B dans ce champ électrique. En conclusion, une particule chargée de charge Q placée dans un champ électrique E uniforme est soumise à une force électrostatique F égale QE. Le travail de cette force le long du chemin AB vaut QE fois AB cos alpha, et il est égal aussi à Q fois UAB. Q charge en coulomb, UAB tension en volts, AB en mètres évidemment. Alpha est l'angle entre E et AB. Le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la tension électrique entre les points A et B. La force électrostatique est une force conservative, car le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi. Dans le cas de ce chemin 1 ou de ce chemin 2, le travail de cette force vaut toujours le produit de la charge Q par la tension UAB. Travail d'une force de frottement F. Alors, est-ce que cette force est conservative
ou est-ce qu'elle n'est pas conservative? Alors, quand vous chauffez les mains, là, vous allez au ski, vous chauffez les mains, qu'est-ce que vous faites? Partez d'un point, vous allez jusqu'au point B, extrémité de vos mains, vous faites ça. Qu'est-ce qui dégage le plus de chaleur? C'est ça, ce chemin-là, ou ce chemin-là? Évidemment que c'est le premier. C'est-à-dire que la force de frottement, elle va produire de la chaleur, en travaillant. Et cette force de frottement, son travail va dépendre du chemin suivi. Alors, on va le démontrer et vous allez faire le calcul avec les valeurs suivantes. On prend une force de frottement de 1 newton. Vous allez calculer la force de frottement le long du chemin 1 qui est de A vers C, de C vers A et de A vers B. A vers C, C vers A, A vers B. Et puis le long du chemin 2 de A vers B. Si ce travail n'est pas le même dans le chemin 1 et le chemin 2, ça veut dire que le travail dépend du chemin suivi et donc que la force est non conservative. Allez, c'est parti. Alors, première chose à bien voir ici, c'est un mouvement qui est rectiligne. La force F est constante. La force F est toujours opposée au déplacement. Donc, dans le premier cas, chemin, calculons le travail. Eh bien, la force F est toujours opposée au déplacement. Le vecteur AC, par exemple, dans ce sens-là, que vaudra le travail donc de cette force F? Eh bien, F scalaire AC, plus quoi? Eh bien, le travail de C vers A, c'est-à-dire F scalaire CA, plus le travail de A vers B, plus F scalaire AB. F scalaire AC, eh bien, l'angle entre les deux vecteurs, le vecteur F et le vecteur déplacement, est égal à pi. Autrement dit, ça nous fait norme de F fois norme de AC fois cosinus de pi. F scalaire CA, ben c'est pareil. Vous allez de C vers A. Donc quand vous allez de C vers A, la force de frottement s'oppose au déplacement. On a toujours pi ici. Donc ça nous fait plus F fois CA fois cosinus de pi. Et de la même manière, F scalaire AB, ça nous donne plus F fois AB fois cosinus de pi. Autrement dit, le travail de cette force F le long du chemin 1 vaut moins F fois AC, car cosinus pi égale moins 1, moins F fois CA, moins F fois AB. Application numérique, donc le travail de AB le long de ce premier chemin est égal à F, c'est 1, donc ça fait moins 1 fois AC qui vaut 1 mètre, moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, et moins 1 fois AB qui vaut 3 mètres. Ce qui nous donne moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, ça fait moins 5 joules. Au passage, le travail est bien négatif, c'est bien un travail résistant, c'est une force de frottement. Que vaut maintenant le travail le long du chemin 2? Eh bien, de la même façon, il vaut F scalaire le vecteur déplacement AB, c'est-à-dire F fois AB fois cosinus pi, ce qui nous donne donc moins 1 fois 3, ce qui vaut moins 3 joules. Nous voyons que ces deux travaux ne sont pas égaux. Donc le travail de la force dépend du chemin suivi. Donc la force de frottement est non conservative. Cherchons une relation entre la variation d'énergie potentielle d'un corps de masse m et le travail du poids. Donc on va considérer la masse m qui se trouve en un point A. On l'amène en un point B, dans un champ de pesanteur petit g, et on se demande quelle est, dans un premier temps, sa variation d'énergie potentielle. L'énergie potentielle au point A, c'est les rappels, c'est égal au produit de la masse fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre, facteur de ZA
moins Z0, Z0 étant l'altitude de référence. De la même manière, que vaut l'énergie potentielle du point B? Eh bien, le produit de la masse pour l'intensité du champ de pesanteur terrestre multiplié par ZB moins Z0. Généralement, pour se simplifier la vie, on prend Z0 égale 0 mètres, ce qui nous donne la variation d'énergie potentielle. Attention à une variation, on met delta pour variation. L'énergie potentielle, c'est toujours l'énergie potentielle à l'état final, c'est-à-dire au point B, moins l'énergie potentielle au point A. Que vaut cette variation d'énergie potentielle? Eh bien, elle vaut donc mg ZB moins mg ZA. Autrement dit, delta EP est égal à mg facteur de ZB moins ZA. Alors, cette variation d'énergie potentielle devrait normalement vous rappeler quelque chose. Que vaut le travail du poids P lorsque l'objet se déplace d'un point A, voilà le poids P ici au point A, jusqu'au point B? D'abord, au vu du point A et du point B, on voit que c'est un travail qui est résistant, puisque le poids s'oppose à l'élévation du solide de masse M. Bon. Travail du poids P est égal à P scalaire AB, c'est-à-dire, d'après les formules précédentes, mg facteur de l'altitude du point A moins l'altitude du point B. Au passage, ceci est bien inférieur à 0. Donc on a bien un travail du poids P qui est bien résistant puisque le travail il est négatif, inférieur à 0. Bien. Que vaut la variation d'énergie potentielle? C'est mg facteur de ZB moins ZA. Le travail du poids P, c'est mg facteur de ZA moins ZB. Eh bien, la variation d'énergie potentielle du solide lorsqu'il passe d'un point A à un point B est égale à l'opposé du travail du poids. Tout ceci évidemment en joules et ceci en joules. En résumé, le travail du poids, force conservative, est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Le travail du poids P, le long du chemin qui part de A qui va vers le point B, est égal à mg ZA moins ZB, nous l'avons vu précédemment. C'est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Pourquoi? Parce que l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur égale moins l'énergie potentielle de pesanteur finale au point B, moins l'énergie potentielle de pesanteur initiale au point A, c'est-à-dire moins mgzb, moins plus mgza. Nous retrouvons bien mg facteur de za moins zb. Énergie potentielle électrique. Considérons ici une charge Q qui est placée dans un champ électrique orienté toujours des plus forts potentiels vers les moins forts potentiels. Ici, un axe croissant des potentiels électriques qui, je vous rappelle, sont exprimés en volts. Eh bien, l'énergie potentielle électrique de la charge Q qui se trouve à un potentiel électrique VA, donc l'énergie potentielle électrique de la charge Q au point A, est égale à Q fois VA. Que vaut l'énergie potentielle électrique au point B de cette charge Q? Eh bien, elle est égale à Q fois le potentiel électrique qui est là au point B, c'est-à-dire Q fois VB. Pourquoi on parle d'énergie potentielle électrique? Eh bien, imaginons que votre charge Q elle soit négative. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on la place dans ce champ-là, elle va venir du côté de la plaque plus, puisqu'elle sera attirée par le plus. Donc elle a une énergie potentielle qu'elle peut restituer en se déplaçant, donc en la transformant en énergie cinétique. De la même façon,
Si la charge Q' maintenant est, elle, positive, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va se déplacer dans ce sens-là. Elle va être capable de restituer son énergie potentielle électrique sous forme d'énergie cinétique. Alors, l'analogie que vous pouvez faire, eh ben, c'est un objet de masse m dans un champ de pesanteur petit g. À ce moment-là, si la masse m a une altitude z par rapport à la surface de la Terre, eh bien, elle possède une énergie qui vaut mg, facteur de z moins z0, z0 étant l'altitude de référence. Donc, dans le cas d'une masse m placée dans un champ de pesanteur g, elle a une énergie potentielle de pesanteur mg z moins z0. Et dans le cas d'une charge q placée dans un champ électrique E, eh bien, elle a tout simplement une énergie potentielle électrique qui vaut quoi? Le produit de sa charge q par le potentiel qu'elle a à l'endroit considéré. En conclusion, l'énergie potentielle électrique d'une charge Q dont le potentiel électrique est grand V en volts est l'énergie potentielle électrique est égale au produit de la charge Q fois le potentiel V. L'énergie potentielle est en joules, la charge Q en coulombs et le potentiel en volts. Déterminons la relation entre la variation d'énergie potentielle électrique et le travail de la force électrique conservative. On a ici une charge Q au point A. Le potentiel électrique de cette charge Q vaut VA et on va l'amener au point B où le potentiel du point B est noté VB. Bon. Le travail de A vers B de la force électrique, c'est égal à F scalaire AB, c'est-à-dire QE scalaire AB, puisque la force électrique est égale au produit de la charge Q par le champ électrique E. Et on a vu précédemment que ce travail valait la charge Q fois la tension entre le point A et le point B, tension UM. Que vaut delta variation d'énergie potentielle électrique quand on passe du point A au point B? À vous de trouver une relation entre ces deux grandeurs. Bien, allez, on y va. Alors, la variation d'énergie potentielle électrique est égale à l'énergie potentielle électrique au point B, hein, correspondant à l'état final, moins l'énergie potentielle électrique au point A. L'énergie potentielle électrique au point B vaut Q fois le potentiel au point B, moins Q fois le potentiel au point A. Autrement dit, ça vaut Q facteur de VB moins VA. VB moins VA, c'est la tension UBA. Donc ça fait Q fois la tension UBA. Le travail de la force électrique est égal à Q fois UAB, c'est-à-dire Q facteur de VA moins VB. La relation entre ces deux grandeurs est simple. La variation d'énergie potentielle électrique est égale à l'opposé du travail de la force électrique conservative. Donc, variation d'énergie potentielle électrique est égale à moins le travail de la force électrique du point A au point B. Voilà la relation entre ces deux grandeurs ici. En conclusion, le travail de la force conservative électrique est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle électrique. Travail de la force F égale moins delta EP électrique, énergie potentielle électrique. En généralisant, la variation d'énergie potentielle d'un système se déplaçant d'un point A à un point B est égale à l'opposé du travail effectué par les forces conservatives entre le point A et le point B. Delta EP égale moins la somme des travaux de ces forces conservatives. Théorème de l'énergie cinétique. Imaginons un poids qui chute comme ça
un objet donc, qui part d'un point A, qui chute, jusqu'à un point B. Cet objet a une masse m. Bon. Quelle va être sa variation d'énergie cinétique? Eh bien, la variation d'énergie cinétique, vous savez qu'elle est égale à l'énergie cinétique au point B, 1 demi de mvb au carré, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire moins 1 demi de m fois va au carré. De quoi va dépendre cette variation d'énergie cinétique? Et pourquoi déjà il y a une variation d'énergie cinétique? Eh bien, il y a une variation d'énergie cinétique car il y a le travail de force. Dans ce cas-là, deux types de forces. Le poids P qui est une force conservative, on l'a vu, dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, et une force de frottement non conservative, dont le travail dépend du chemin suivi. Donc, delta EC va être égal à la somme des travaux des forces le long du chemin. Quelles sont ces forces? Eh bien, c'est le travail le long du chemin AB du poids P, plus le travail le long du chemin AB de la force de frottement F. Alors, si on avait à l'exprimer ici, delta EC, il vaudrait quoi? Eh bien, le travail de la force correspondant au poids, eh bien, c'est P scalaire AB, plus le travail de la force de frottement, F scalaire AB. Le travail du poids P, il vaut quoi? Eh bien, P fois AB fois cosinus entre P et AB, plus le travail de la force de frottement, qui vaut la force, la norme de la force de frottement, fois la distance AB, fois cosinus entre F et AB. Le cosinus de P et AB, que vaut-il? Eh bien, les deux vecteurs sont collinéaires. Par conséquent, l'angle entre les deux est égal à 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc le travail du poids P, c'est P fois AB fois 1. Travail positif, car travail moteur, qui va avoir tendance à augmenter l'énergie cinétique. Par contre, F scalaire AB vaut quoi? Eh bien, F, force de frottement, et le vecteur AB sont dans la même direction et dans un sens opposé. Autrement dit, l'angle entre les deux vaut 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Donc, ça nous fait donc moins 1 fois F fois AB. Cette valeur-là est donc négative, alors que cette valeur-là est positive. Ce travail a pour conséquence de diminuer la variation d'énergie cinétique, la vitesse augmentera moins vite du fait de la force de frottement, alors que le travail du poids P, lui, aura tendance à augmenter la variation d'énergie cinétique, donc la variation de vitesse. En résumé, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique d'un système de masse m entre un point A et un point B est égale à la somme du travail des forces non conservatives, c'est le cas des forces de frottement par exemple, et du travail des forces conservatives, c'est par exemple le cas du travail du poids P. La variation d'énergie cinétique de A vers B est égale au travail des forces non conservatives plus le travail des forces conservatives. Variation d'énergie mécanique dans le cas de force de frottement. Prenons l'exemple de ce pendule qui oscille. À l'état initial, il a une certaine altitude et une vitesse nulle. Qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Ses amplitudes diminuent. Pourquoi? À cause des forces de frottement. À quel endroit? Au niveau de mes doigts. Alors on va démontrer quelle est la variation d'énergie mécanique au cours de ce mouvement. Donc vous savez que la variation déjà d'énergie mécanique est égale à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. La variation d'énergie cinétique, elle est d'après le théorème de l'énergie cinétique égale
au travail, par exemple, point A jusqu'à la fin, là, le point B, là, une fois qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, etc., etc. Le travail des forces que je dirais conservatives, plus le travail des forces non conservatives, c'est-à-dire les forces de frottement. Plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Vous savez que la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé, donc le petit signe moins qui va bien, l'opposé du travail des forces conservatives. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Travail des forces conservatives moins travail des forces conservatives. Hop, hop. Il nous reste que la variation d'énergie mécanique est égale au travail le long d'un chemin AB quelconque des forces non conservatives, c'est-à-dire des forces de frottement. Les forces de frottement, on a vu qu'elles étaient négatives. Pourquoi? Parce qu'une force de frottement, je vous rappelle, F, elle s'oppose toujours au vecteur déplacement. Par conséquent, l'angle est plus grand que 90 degrés. Ce qui nous fait que l'expression du travail de la force va nous donner une valeur négative. Pourquoi delta EM est négative? Eh bien, delta EM, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique, ici, finale, c'est au point B, moins l'énergie mécanique initiale, c'est au point A. Dans le cas de cet exemple, que vaut l'énergie mécanique au point B? Eh bien, la vitesse est nulle à la fin, l'oscillateur, une fois qu'il s'est arrêté, la vitesse est nulle. Donc, ça nous fait 1 demi de mvb carré, ça c'est nul. Plus quoi? Eh bien, plus l'énergie potentielle de pesanteur, qui vaut quoi? mgzb, zb moins z0, zb est égal à 0, donc l'énergie mécanique à la fin est nulle. Moins EMA, que vaut EMA? Eh bien c'est 1 demi de mva carré, mais la vitesse initiale de mon oscillateur était nulle. Donc, plus mgza, et mgza n'était pas nul, puisque au départ, mon oscillateur avait une certaine amplitude, donc A avait une altitude qui n'était pas nulle. Globalement, que vaut delta EM? Eh bien, moins mgza. Ça veut dire que la variation est négative. L'énergie mécanique initiale est plus grande que l'énergie mécanique finale. Ça veut dire qu'on a perdu de l'énergie mécanique. Pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'énergie mécanique? Eh bien, parce qu'il y a eu des forces de frottement. En conclusion, lorsqu'un système en mouvement est soumis à des forces non conservatives, forces de frottement, la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Delta EM égale travail des forces non conservatives inférieur à 0. Pourquoi? Cette variation est négative car l'énergie mécanique diminue. La démonstration est la suivante. Delta EM égale delta EC plus delta EPP, variation d'énergie potentielle de pesanteur, variation d'énergie cinétique, qui est égale, variation d'énergie cinétique, au travail des forces non conservatives plus le travail des forces conservatives. La variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé du travail des forces conservatives, autrement dit, delta EM égale travail des forces non conservatives.